Salut les jeunes pousses, comment vous allez? Je vous envoie ce message parce que la dernière fois que je vous ai vu c'était il y a 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, j'ai fait du vélo jusqu'en Malaisie. Donc maintenant là je suis en Malaisie avec mon vélo depuis la France. J'ai traversé 15 pays. Je sais pas si vous réussirez à tous les nommer. 15 pays. Mais pourquoi tous ces kilomètres à vélo, vous me direz? Petite explication. Me voici. J'ai 25 ans et depuis le lycée, je pense à partir autour du monde à vélo. Sans argent et le temps d'obtenir un diplôme, il me faudra 7 ans avant de réellement partir. 7 années durant lesquelles ma conscience se fait. Je doute de tout, dans un système qui ne répond à rien. Il me faut revenir à l'essentiel, apprendre à cultiver ce que je mange. Alors, en 2013, c'est décidé. Je partirai à vélo à la rencontre de ceux qui œuvrent pour une agroécologie autour du monde. Le projet s'intitulera Le cycle de la Terre, un voyage à vélo autour du monde à la découverte des pratiques de l'agroécologie. Tout commence un beau matin, en haut d'un puech, avec vue sur la Méditerranée que je vais longer. Je me lance dans l'aventure. Il est 8 heures du matin, le soleil vient de se lever. Je redescends vers ce petit village, lieu de vacances de mon enfance. Mon vélo, tout comme moi, trépigne d'impatience après 1 an de préparation. Dans la garrigue du matin, j'exulte ma joie, puis pose un pied à terre. Nous sommes à Saint-Bosile-de-Montmel, où mes amis m'attendent pour le départ. Devant chez moi, je remplis mes sacoches. Mon vélo est chargé et je me dirige vers la place de la mairie. Mon frère, ma mère et mes amis, ainsi que beaucoup d'enfants du village, se sont réunis pour m'encourager. Il suffira d'un coup de pédale et me voilà parti. Les enfants courent derrière moi et mes amis me font signe. Je ne sais pas quand je les reverrai ni quand je reviendrai. Je pars pour au minimum 1 an en direction de la Malaisie. Je quitte Saint-Bosile avec quelques premiers coups de pédale libérateurs. Mais avant de partir loin, il me faut comprendre ce qu'est l'agroécologie, avec pour première destination les jardins de terre et humanisme. Je monte en Ardèche, à La Blachère. Les jardins de terre et humanisme ont initialement été créés autour des idées de Pierre Rabhi. Ils ont vocation à démontrer que même en partant de terres pauvres et dans un climat sec, comme celui du sud de l'Ardèche, les techniques agroécologiques permettent de cultiver des jardins nourriciers. Je m'y promène et le résultat est là. Dès mes premiers jours dans les jardins, je suis ébloui par la diversité des légumes, des fruits, des fleurs et de toutes ces couleurs qui peuplent le jardin. Je me demande alors quelles sont ces techniques qui permettent de cultiver autant de biodiversité. Avec l'équipe de bénévoles dans les jardins, j'apprends donc ces premières techniques indispensables pour le prendre soin de la terre. La grelinette, le compost, les engrais verts ou encore le paillage. J'apprends à semer et à multiplier, un enseignement quotidien que je fais avec mes mains. Au-delà de la dimension technique,
C'est la dimension humaine qui m'a aussi marqué à Terre Humanisme. Au jardin se croisent bénévoles, stagiaires et salariés de l'association, où chacun est ouvert à l'échange et aux discussions. Il est agréable de partager et de confronter ses idées, ses projets et ses envies. Un lieu indéniablement de ressources, étonnant et inspirant pour bien débuter mon voyage. Ma bicyclette me mène ensuite vers les Cévennes, vers ceux qui vivent un peu en autarcie, dans les montagnes, à l'image des moines qui ont façonné toutes ces terrasses. J'y retrouve Christophe dans les forêts de châtaigniers. C'est l'époque des récoltes. À la lumière d'automne, dans les silences des terrasses des Cévennes, quel bonheur simple où l'on profite de ce que la saison nous offre. Chacun, même si le travail est répétitif, apprécie ce moment où son esprit se laisse aller entre pèlerine et pérégrination. Et ce, malgré les épines qui se mettent dans nos doigts. La châtaigne est un trésor qui affuit nos assiettes depuis la guerre. Et pourtant, c'est une denrée plus riche que la plupart de nos céréales. À la base de l'alimentation ici, surtout grillée au feu de bois. Le fresquet m'offre l'expérience de la vie simple, où l'on se retrouve près du feu, à jouer de la musique et à échanger avec les autres habitants. Comme cette famille néo-zélandaise qui voyage avec leurs enfants de 4 et 6 ans, et qui m'aidera à réparer mon vélo avant de me voir repartir. Ma traversée vers la Drôme m'offrira un bain seul dans les gorges de l'Ardèche. Ma tête commence à avoir les idées claires et fraîches. Je médite une nuit dans une grotte avec des chauves-souris, puis rejoins mon père pour un col avant les champs de blé de la Drôme. Je viens y passer 2 semaines dans le GAEC des Petits Grains, une ferme terre de liens où l'on cultive toutes les étapes de cet épi, de la graine à la farine, qui bien dosée avec de l'eau, du sel, pétrie dans un levain naturel et un peu de repos donne la pâte à pain. Un savoir-faire ancestral en France où l'on boule, façonne, où l'on confectionne ces pains qui seront enfournés dans le four à bois. À la sortie, c'est tout un savoir-faire que je découvre. Ce petit tapotement creux qui est à l'oreille du boulanger, c'est dire si le pain est prêt. Je me contenterai du tri pour les différentes livraisons, à domicile, à la map locale ou sur les étals du point de vente paysan. Je repartirai avec 2-3 de ces délicieuses confections sur ma bicyclette. Direction la Provence avec de la neige. Deux jours à pédaler dans ces paysages blancs, les brebis et les lavandes ayant mis leur manteau blanc. Un peu plus loin, dans les collines, les oliviers et ces pépites noires m'attendent pour être récoltés. Jette Patrick pour sa récolte. Au filet et au peigne, les olives vertes sont récoltées fin novembre. Ces sacs sont alors effeuillés, pour ensuite être mis 6 mois dans du saumur pour celle de table, et partir à la presse pour donner une huile tendre pour les autres. Une expérience de récolte hivernale, avant de franchir, derrière les gorges du Verdon que j'aperçois, ma première frontière. Ces 3 mois en France m'ont offert une première vision de l'agroécologie, où les cultures se complètent au fil des saisons, où la terre est en lien direct avec nos assiettes,
et où les hommes partagent la simplicité de la vie pour mieux grandir ensemble. Alors merci à tous pour votre accueil. Je pars maintenant vers l'Italie. Pour ces premiers kilomètres en pays étranger, un groupe d'amis me rejoint. Derrière mon vélo chargé, Priscilla est en tenue d'hiver. Et Fabien pédale sur un drôle d'engin pour deux. Il a remis en état ce vieux tandem et il y a accroché une carriole bien chargée. Marilus complète l'équipe pour faire avancer la bicyclette. C'est parti pour une traversée de l'Italie d'est en ouest. Depuis la France, nous longeons la Méditerranée, traversant les Rivieras et les stations balnéaires. En ce mois de décembre 2013, les plages sont vides, libres pour nos pique-niques et nos veillées nocturnes. La journée, ce sont les petites villes pittoresques de l'Italie qui s'ouvrent. Sans touristes, les ruelles sont vides et nous passons à vélo à toute vitesse. Nous pédalons de place en place, découvrant l'Italie en hiver. Plus loin, la côte est sauvage et nous empruntons des petits chemins de traverse. Nos chargements n'aimeront pas les vibrations et nos postérieurs souffriront un peu. Nous sommes finalement contents de retrouver le pavé, car un peu plus loin, une surprise nous attend. Les 5 terres. Des montagnes plongeantes dans la Méditerranée et des petits villages qui se perchent en haut des falaises. On en visitera peu, de peur de descendre et de remonter à vélo, mais Portofino nous donne un avant-goût de la beauté de ces villages et on profite de l'Italie en hiver. Plus loin, un vieux tunnel réaffecté nous donnera des frayeurs. Allez! Le top départ est lancé et il nous faut filer à toute vitesse car c'est un sens unique à circulation alternée. À ce jeu-là, le tandem est bien plus rapide. Ils sont costauds, ils sont costauds. Wow. Nous détalons à toute vitesse sans savoir quand arrivera la fin. Chaque lumière semble être à le bout. Des kilomètres s'enchaînent et les premières voitures nous doublent. Enfin la lumière. Et non. Un simple arrêt pour laisser passer nos poursuivants à moteur. Encore quelques centaines de mètres. Une erreur de parcours. Et nous voilà enfin sortis du tunnel. Nous sommes contents alors de croiser, sur une route à double sens, toutes ces voitures potentielles collisions et comprendrons que ce tunnel soit en fait interdit au vélo. Un col à 700 mètres nous fera passer de l'autre côté de l'Italie, vers la plaine de Pau. Un plat sans fin et glacial où nous longeons les canaux et où malgré la rudesse du climat, la beauté du froid nous saisit. Des campements gelés, le matin la tente craque. Mais chaque matin, nous repartons avec entrain, sur ces chemins, une étape italienne qui aura ravi nos amis malgré le froid. Mon voyage en Italie se termine à Venise. Venise sous la pluie et Venise inondée. Je devrais traverser la place Saint-Marc à vélo et mon passage fut remarqué. Je quitte Venise par la mer et l'Italie par la même occasion. Direction les Balkans. Dans les Balkans, les pays ne sont pas grands et les frontières s'enchaînent. Slovénie, Croatie. En Croatie, je fais ma première grosse casse qui m'oblige à un arrêt au stand. Un mécanicien à la fois très compétent et pragmatique, qui m'annoncera que mon vélo n'arrivera très probablement pas en Malaisie, mais me confirmera aussi que tant que ça marche, ça marche.
Alors je roule, l'espoir au bout du guidon. Sur les côtes croates, je croiserai Clément, un animateur de cirque parti au tour de l'Europe. Nous profiterons de la beauté de ses couchers de soleil, de ses réveils parfois humides, et nous traverserons ensemble la Bosnie en moins d'une demi-heure. Après la Bosnie, je quitte Clément et rejoins mon père au Monténégro pour quelques kilomètres. Puis, c'est mon premier choc culturel, l'Albanie. Dans ces plaines, un nouveau jour se lève et les montagnes me rappellent que l'hiver est là. Les paysages changent, les villages se parent de minarets et au bord des routes, la taille des fermes change, les moyens de transport également. Dans les champs, l'attraction est animale et les paysages alternent entre grande beauté et pauvreté évidente. Le calme des lacs me donnera à penser. Je découvre ici une autre Europe, hors de l'Union européenne, où chacun tente de vivre avec des petits moyens, et où les traces de l'histoire, comme la mafia, est omniprésente. L'Albanie est un choc et me laissera une trace indélébile, la première de mon voyage. Après plus d'un mois de bicyclette et des milliers de kilomètres, il est temps de ralentir pour découvrir la Grèce autrement. La Grèce de Pélitie. Pélitie est le nom d'un arbre en Grèce, où se retrouvaient les anciens. Et sous cet arbre, si on écoute bien, les semences nous racontent une histoire. Nous venons de loin. Nous avons traversé les siècles et les millénaires pour venir jusqu'à vous. Nous avons affronté le vent, la pluie, la neige et les becs des oiseaux pour venir jusqu'ici. Nous avons offert aux hommes des récoltes miraculeuses, des champs aux 1000 couleurs, de savoureux fruits, et apporté la joie à tous les villages que nous avons traversés durant tout ce temps. Aujourd'hui, certains hommes s'approprient notre don pour en faire de l'argent. Ainsi, beaucoup parmi nous disparaissent. Les soi-disant pas beaux, les moins productifs, les trop petits, sont abandonnés. Pourtant, ils sont souvent les plus riches, les plus goûtus, ou les plus sains d'entre nous. Alors pour nous sauver, nous nous cachons aujourd'hui dans les montagnes et avons besoin de protecteurs pour prendre soin de nous. Cette histoire, Panagiotis, le fondateur de Pélitie, la raconte sans cesse dans les écoles de Grèce. Il est l'un de ses protecteurs. Entre 1995 et 2000, il a parcouru la Grèce entière, souvent à pied ou en autostop, afin de recueillir dans les villages les variétés locales des plantes cultivées. Très vite, au vu de la disparition croissante de ces variétés, il s'est senti la responsabilité de leur préservation et a créé cette association autour d'un petit groupe de paysans et de jardiniers prêts à conserver les semences et à les distribuer. Aujourd'hui, l'association conserve près de 2000 variétés au sein d'une banque de semences grandissante. Il existe désormais 12 groupes locaux Pélitie en Grèce et je suis accueilli dans 2 d'entre eux. À Perdikas, avec le groupe local, je trie mes premières semences. Mais je découvre très vite que Pélitie n'est pas qu'une histoire de semences. C'est une vraie communauté qui se retrouve, où des amis se réunissent pour sélectionner, trier, en s'acheter et échanger des milliers de semences de variétés anciennes. Tout ça dans la joie et le plaisir d'être ensemble.
Un peu plus loin, je rencontre les écoliers de Komotini. Et je comprends que Peliti est aussi une communauté où on apprend aux plus jeunes à préserver ses semences. À Komotini, dans les écoles, on leur apprend à prendre soin et à donner tout l'amour nécessaire pour les faire grandir, du fruit jusqu'au plant de tomates, en passant par toutes les étapes de la semence. Et avec l'aide des adultes le soir, c'est aujourd'hui un festival où près de 10 000 plants potagers sont donnés gratuitement aux familles de la ville. Une communauté alternative, source d'un espoir sans fin, où chacun grandirait dans l'échange et le partage pour voir cette diversité qu'est la vie se multiplier. Avec les fermiers de Peliti, je découvre également un autre équilibre qui m'inspire. Nick, par exemple, travaille à la mine de charbon. Il ne vit pas du maraîchage, mais le reste de son temps, il cultive un grand jardin et nourrit plus que sa famille. Nico, lui, est instituteur, et il se nourrit à 80% de son jardin. Il passe du temps dans ses rangs et dans sa serre un peu spéciale, à cultiver ses salades et tous les légumes qui le feront vivre. Un équilibre entre activité professionnelle et jardin nourricier qui m'inspire. Alors moi aussi, je commence à planter ces graines de l'espoir, et sur mon chemin vers la Turquie, les arbres y fleurissent déjà fin février. Depuis la frontière, pour atteindre le centre-ville d'Istanbul, je passerai 2 jours entiers à pédaler dans une banlieue urbaine interminable. Au bout, le détroit du Bosphore, le mythique passage vers l'Asie. Istanbul m'en donne un avant-goût. La mosquée bleue, la mosquée Sainte-Sophie ou encore le palais Dolmaché. J'y passerai 10 jours. 10 jours à observer l'Asie depuis le fameux pont des pêcheurs de Galata. C'est une grande étape de mon voyage et je me sens pour la toute première fois vraiment parti. Pourtant, passer en Orient à vélo ne sera pas évident. Le seul pont qui franchit le Bosphore est interdit aux bicyclettes. Je prendrai la navette et sur l'eau, je vois l'Europe partir derrière moi, un nouveau continent à découvrir. Je longe la mer Noire, 3 semaines seul sur ma bicyclette. Je découvre la Turquie autrement. Des infrastructures en expansion partout, qui traduisent l'essor économique et la politique actuelle. Des collines, verdies par les monocultures de noisettes, et fournissent 60 à 80% des noisettes du monde. Elles remplissent les échoppes. Des vieux villages ottomans, où l'on m'accueille dans une ferme de l'époque, vieille de plus de 400 ans. Sur les bords de la route, les mosquées se construisent, les écoles m'accueillent, et partout, je trouve où camper. Au bord de la mer, dans des bâtisses en construction, et même dans les mosquées où on m'accueille à bras ouverts. Je finirai dans un petit port, avec un coucher de soleil sublime, avant de monter dans les montagnes du Kashgar. La vallée de Shamlemchin est située au pied des montagnes que je devrais franchir pour passer vers l'Iran. La vallée longe la rivière et monte dans des montagnes abruptes où les cultures de thé sont les rois. Dans ces forêts, on m'attend pour le récolter, à Ekodanitap, une ferme où on accède à pied et où derrière une petite porte, c'est la culture traditionnelle qui m'attend, d'une origine arménienne. Dans les pentes où on le récolte, je me rends compte de la difficulté de la tâche. Des toutes petites feuilles à sélectionner pour une maigre récolte qui sera séchée à la fin de la journée. Une tasse de thé, ça se mérite. Conquis par cette vallée, je contemple les montagnes que je m'apprête à franchir. Durant l'ascension, au détour d'un virage, j'aperçois Miquel, un cycliste espagnol qui inéluctablement me rattrape. Belle surprise. Et quelques kilomètres plus loin, c'est Tom, un autre cycliste belge, que nous rattrapons. 2 rencontres inattendues pour franchir le col à 2500 mètres qui nous attend le lendemain. C'est Miquel qui arrive en haut en premier.
Il nous attendra 2 heures au sommet et finalement continuera sa route pensant que nous nous sommes épuisés. C'est que la montée est longue, très très longue. Nous arriverons au sommet avec Tom et pour le saut final, mes jambes me lâchent et je m'écroule. Il me faut du repos. 2 jours plus tard, nous sommes sur les hauts plateaux du Ardahan, avec une surprise au bout de la route. Derrière Tom, c'est Axel et Bruno, 2 Français, qui vont eux aussi vers l'Iran. Une rencontre de cyclistes au milieu de la Turquie, ce n'est pas commun. Une vraie petite compagnie, filmée par un autre cycliste que l'on connaît, Mickaël. Nous partons ainsi tous les 5 vers l'Iran, à l'assaut du mont Ararat. Nos premiers kilomètres se font dans la tempête de vent. Un vent tellement fort que nos vélos se penchent. Nous trouvons refuge dans un local pour quelques heures. Finalement, le temps s'éclaircit, et au bord de la frontière arménienne, nous voyons apparaître à l'horizon le mont Ararat, point culminant de la Turquie qui marque la frontière avec l'Iran. Les plateaux sont vastes et sa hauteur nous fait croire qu'il est proche. Mais nous le suivrons durant près d'une semaine avant d'atteindre son pied. Sa cime enneigée est sublime et le symbole de cette traversée de la Turquie, toute trouvée pour célébrer ça avec notre hôte turc. Nous nous offrirons une dernière nuit au pied de ce colosse, et notre campement paraît minuscule. Nous passerons une nuit magique, remerciant nos étoiles turques. Dès le passage de la frontière, les paysages changent, et c'est tout un peuple qui nous accueille, du pain dans chaque ville, et des nuits chez l'habitant. L'hospitalité iranienne est bien réelle, pas de quoi effrayer cette cycliste de 67 ans, venue d'Australie. Je profite des derniers soirs avec mes acolytes turcs, une dernière nuit sur un lac salé d'Ouriem, où nous vivrons une tempête, une dernière aventure ensemble avant de se dire bon voyage. Mes amis partent vers le Turkménistan, tandis que je continue mon voyage vers le sud de l'Iran. Un voyage solitaire sur les routes désertiques de l'Iran. Des kilomètres et des kilomètres sans arrêt. Une vraie traversée du désert, où les caravansérails sont mes seuls refuges pour la nuit. Bon, je profite, un peu de soleil, un peu de caravansérail, pour vous montrer mon petit montage quotidien pour ma maison. Aujourd'hui c'est au milieu des Nesquik, hein, un peu vieux les Nesquik mais ils sont confortables. Voilà, enjoy. میبری با بردن لیلای من
ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر پا بود این عشق ما بماند به جا ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری ای ساربان کجا Et voilà, mon petit chez moi. C'est tranquille pour la nuit. Bibi fait dodo. Ah, 12 minutes quand même. Oh, bien rodé, bien rodé. Bah, il ne me reste plus qu'à aller faire dodo, aller dormir et espérer peut-être que d'autres personnes viennent à l'hôtel pour boire une petite bière. Ciao. J'arriverai finalement à Isfahan, capitale de la culture perse, qui réserve à ses visiteurs des merveilles datant de l'Empire perse. Derrière son image meurtrie par les médias, les Iraniens réservent à quiconque les rencontre une vraie poésie de la vie. Celui qui créa la terre et la roue de l'univers a comme voulu tourmenter nos cœurs angoissés. Toutes ces lèvres de rubis, tous ces boucles musquées, le Créateur les a enfouis sous les dalles de la terre. Cette caravane de l'existence, comme elle passe, aussi capte le bonheur de chaque instant fugace. Ne te soucie pas, et chanson des convives de demain, apporte-nous la coupe avant que la nuit ne déteint. L'Iran se finit sur ces quelques vers. Yazd et Shiraz seront du voyage, mais je vous laisse la surprise d'y aller. Je continue moi mon voyage vers le sud, où la chaleur commence à être invivable. Je pédale de 5 heures du matin à 10 heures du matin, puis après je recommence à 17 heures. Je me rapproche du golfe Persique pour passer la mer de Dubaï et voler vers l'Inde, mon vélo bien emballé. J'arrive à Anadana au milieu de la nuit. À l'aube, à l'heure où les fermiers indiens se lèvent. La journée commence très tôt par quelques gestes simples mais sacrés. La traite des vaches. Le soleil se lève près de Bangalore dans le sud de l'Inde. Et le lait de la traite matinale est partagé entre les fermiers. La journée commence autour d'un chai, le thé traditionnel au lait frais. Anadana fait vivre 18 fermiers. Son activité vise à donner plus d'indépendance aux paysans qui cultivent les terres de l'Inde grâce à la production de semences. Alors, avec l'aide de quelques pollinisateurs, les semences sont récoltées. La carotte, avec ses fleurs séchées pleines de semences, ces fleurs sont étalées sur le sol, puis les semences sont triées pour être récoltées. Les semences de concombre, elles, doivent être récoltées dans leur jus. Ce jus devra fermenter quelques jours avant d'en extraire les semences qui seront séchées. Toutes ces semences sont séchées
et viennent remplir une banque de semences riche de centaines de variétés qui partent aux quatre coins de l'Inde. Chaque année, les semences sont replantées, comme ici, un mélange d'engrais verts. Ce mélange viendra enrichir le sol des jardins. Ce bruit, c'est le son de la mousson. Les champs sont inondés. Les fermiers cultivent alors le riz qui les nourrira toute l'année. On les encourage même à retourner dans leur village pour semer riz et autres céréales et participer ainsi à l'émancipation de la communauté. Contrairement à la grande majorité des fermes en Inde, ici on partage nourriture et produits de la ferme. Les 18 fermiers sont autonomes en nourriture, chaque famille se nourrit des légumes qu'ils cultivent. Je découvre alors la richesse des plats indiens suivant une tradition végétarienne. Annadana est une véritable communauté qui offre pour la liberté des semences et surtout pour la liberté des paysans indiens. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tous les fermiers sont responsabilisés pour plus d'autonomie et l'ensemble des décisions est pris en concertation pour tout ce qui concerne la ferme. La ferme est un lieu d'accueil, de formation et de vie, un exemple qui m'éclairera beaucoup sur la situation des paysans en Inde. Je suis heureux de partager un mois à leur côté. Je suis de retour sur ma bicyclette, sur les petites routes de l'Inde que je découvre. Le climat change, les gens aussi, et la nourriture est plus tropicale. Et au bout d'une petite route, je rejoins une communauté. Sadhana, une communauté dans la forêt où je rencontre beaucoup de bénévoles. Une en particulier va nous guider, Victoria. Hello Victoria. Bonjour Romain. Je rencontre Victoria le premier jour de mon arrivée. Elle cuisine dans la forêt. Et toi, tu es celui qui arrive à vélo depuis la France. Sadhana Forest est une communauté qui restaure depuis 2003 une forêt de manière écologique et suivant un mode de vie durable. Ce sont près de 30 hectares de terre arides, érodées, laissées déforestées par les colons successifs de Pondichéry, qui se transforment peu à peu en une forêt vivante. Appelant à la solidarité des êtres humains, le but de Sadhana est aussi d'initier un grand nombre de bénévoles à une manière de vivre écologique, saine, sans gaspillage et suivant un régime vegan. Et nous sommes toujours plus nombreux à venir ici avec joie et un grand sourire. Chaque matin, les dizaines de bénévoles présents se lèvent à l'aube et après un réveil en groupe, s'activent aux différentes tâches. Un groupe cuisine le petit déjeuner. Un autre prépare le mélange nutritif pour les arbres. D'autres réparent les outils. Il y a ceux qui nettoient les toilettes sèches. Et bien sûr, ceux qui plantent des arbres. Chacune de ces tâches participe à l'épanouissement de la forêt. Et quand le gong retentit, Tous les bénévoles se retrouvent pour partager un repas vegan, local et biologique. après le petit déjeuner, chacun retourne au travail pour une deuxième session. Mais ici, on ne travaille pas. On réalise un seva.
Seva, en sanskrit, c'est un service désintéressé que l'on fait pour le monde. Chacun s'active donc pour une action globale, au profit de la forêt et pour l'épanouissement de tous. Après 2 ou 3 sevas, Sadhana passe le reste de la journée à profiter des atouts de la communauté. Des ateliers sont proposés par les bénévoles pour développer ses talents, ses connaissances et ses savoirs. Et le clou de la semaine, c'est la scène ouverte. Away up, away up, away up, away up. In Sadhana, forest Sadhana, we're growing trees tonight. Sing Sadhana, dance Sadhana, we're growing trees tonight. Away, 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 away. Roter Mond überm Silbersee, heiße Glut, wärmt den kalten Tee, Kiefernwald in der Nacht und noch ist der teure Tag nicht erwacht. Rise up, morning. Smiling the rising sun, feeling the birds, is bound and closer, singing sweet songs. Ma vais chanter dans Sadhana forest stranger. Je regarde pour la regarder. Ma vais chanter créole haïtien. Et de me chanter la 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 la. They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. A film about a man who's sad and lonely, and all I gotta do is act naturally. Sometimes he's playing music, sometimes he stops because he thinks I'm too ridiculous. So yeah, this was my personal sadhana. Thank you. Car ici, ce n'est pas autant les humains qui font grandir la forêt. Mais la forêt qui fait grandir les humains. Avant de repartir à vélo, nous décidons d'aller passer une nuit en haut d'une montagne sacrée. Là-bas, une idée grandit dans nos têtes. Et si je partageais ma route? Je pourrais trouver un vélo. Et nous partirions découvrir l'Inde ensemble? C'est une bonne idée, ça. Et voilà. Allow me to introduce Blue Wonder. What is this? Un vélo atypique, avec 7 vitesses qui marchent et un porte-bagages solide. Et avec tous les encouragements de la forêt, le vélo est prêt à partir pour mon premier voyage à vélo. Et avec ce drôle de chargement, nous partons découvrir les petites routes de l'Inde.
On pédale, on repart Blue Wonder et on se fait des nouveaux amis. Parfois un simple bonjour lors de notre pause déjeuner. Et beaucoup nous accueillent pour la nuit. Et on apprend vite que si guest is God. Nous sommes des invités, accueillis comme des rois. Musulmans, hindous et chrétiens, nous sommes toujours les bienvenus. Même les écoliers nous invitent. Pour un moment d'échange. Comme la fois où nous rencontrons une classe de malentendants, avec lesquels Victoria passe l'après-midi à essayer de traduire les signes américains et les signes indiens. Le préféré, le signe I love you. Nous ne savons jamais réellement à quoi nous attendre. Comme ce matin-là où nous sommes invités pour le thé. Et où tu finis habillé en tsari avec du rouge à lèvres. Et quand la fleur arrive, il est possible qu'il nous ait mariés. La lune de miel est toute trouvée. Du vélo sous la mousson. Et quand même, chaque soir, une raison de célébrer. Nous partageons la joie que nous recevons dans une culture où la danse et la musique sont toujours présentes. La route nous mène finalement à Varanasi, où nous célébrons une dernière grande fête avant de franchir la frontière du Népal. Diwali, une fête hindoue très populaire en Inde, la fête des Lumières. Les Indiens y célèbrent la victoire de la lumière sur les ténèbres, Du bien sur le mal. de l'espoir sur le désespoir. Quand je suis partie de Sedana avec Roma et Blue Wonder, je pensais voyager 2 semaines à vélo, juste pour essayer. Et me voici, après 4 mois, à la frontière de l'Inde et du Népal. Toujours à pédaler avec Roma pour une nouvelle aventure. Le Népal est un pays connu, surtout pour ses paysages incroyables. L'Himalaya est sans doute à couper le souffle. Pourtant, au pied de la montagne, à Katmandou, c'est d'un autre souffle dont nous allons vous parler. La capitale du Népal est engluée dans un nuage de pollution quasi permanent. Et la cause de cette pollution?
à 60% dû au trafic routier, a trouvé ses combattants. Des cyclistes locaux comme notre hôte Madukar, qui essayent de faire changer les mentalités ici. Madukar, avec l'aide de ses amis, sa famille et d'autres cyclistes, s'efforce de promouvoir la pratique du vélo à Katmandou. Nous avons la chance de prendre part à un rallye cycliste qu'il organise. Un tour de 45 km autour de Katmandou, à travers les villages traditionnels, pour promouvoir la pratique du vélo. Nous pédalons en compagnie de Marc, le frère de Romain, de 3 autres Français et de 150 cyclistes népalais. Au départ, nous n'avions aucune idée de ce qui pouvait nous attendre. Cette journée sera finalement un régal, avec une organisation exceptionnelle et un véritable enthousiasme. À chaque étape, on nous empile sur nos fronts la tika locale, ainsi que quelques fleurs dans nos cheveux. Et après 3 heures de rallye, c'est toute notre figure qui est rouge. On finit avec un grand sourire, tous ensemble autour d'un bon repas. Merci à Madukar et toute l'organisation de nous avoir conviés à la fête. Un bel exemple à suivre. Avec tout l'amour, la joie et l'esprit de ce voyage avec moi, c'est ainsi qu'il se termine. Du mois jusqu'à la prochaine aventure. Un grand merci à mon incroyable vélo Blue Wonder. Un dernier verre et une coupe de cheveux pour mon partenaire d'aventure avant de partir pour l'aéroport. Je troque une fabuleuse aventurière pour un frère indien en devenir. Un au revoir à nos hôtes à Katmandou, avant de partir avec Marc et son nouveau vélo, déniché dans les ruelles de Katmandou. Nous redescendons dans la vallée et apercevons dans le fond le point culminant du monde, l'Everest. Un dernier au revoir à l'Himalaya pour rejoindre le plat des Terrailles. Les débuts de Marc à vélo sont difficiles. Une chaîne casse dès les premiers kilomètres. Une roue se perce et les premières montées sont bien hardies. Le Terrail nous offre un peu de repos avec une biodiversité étonnante, mais c'est sans compter sur une giardia, une bactérie qui nous clouera au lit plusieurs jours. Finalement, nous rejoignons la frontière pour un nouveau passage en Inde, l'Inde du Nord-Est, pour un voyage épique qui commence au bord du Gange. छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया
सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज़ बना के पहनूं से ओ यार है जो ईमान की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा कलमा मेरा नगमा 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 मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा नगमा यार मिसाले ओस चले पाँव के तले फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 Finalement, au bout de l'Inde, nous passons Noël dans la forêt. Et le Nouvel An à la frontière du Bangladesh, avant de rejoindre la Birmanie. Dès la frontière franchie, la paix des campagnes birmanes nous surprend. Après des mois d'Inde agitée, c'est un peuple calme et souriant que nous trouvons dans la tradition bouddhiste. Bercé par sa culture bouddhiste, nous trouvons la paix au milieu des stupas qui tintillent. Un voyage de 27 jours le long des fleuves, บุญแล้วที่กล่าวคำชมคุณถึงกับลอยละเมอฉันกลัวเพ้อแต่ลมไม่อยากเชื่อคำกลัวจะช้ำใจระทมถึงไรผู้ชมก็ยังไม่อยากหมายปอง et parfois à travers la jungle qui nous donne la vision d'un pays très spécial. แจ่มเหลือเกินหรือยอดชายตาลายไหมเมื่อได้แลมองเมื่อเวลาฉันเดินถ้ามองเพลินเดียวจะตกคลองรถบดถนนมันจะชนคนมองจราจรตะลึง Pour compléter notre voyage, ตั้งเต้ interrogés par tous les déchets que nous avons vus en Inde ou en Birmanie, nous nous sommes lancé un défi zéro déchet pendant un mois. Au final, un tout petit sac. Nous sommes fiers de le montrer, de l'exhiber, pour encourager les gens à moins consommer et moins émettre de déchets. Finalement, nous arrivons en Thaïlande, où je pars retrouver la forêt. Pour trouver la forêt, je remonte dans le nord de la Thaïlande, à l'époque où le soleil est caché par la fumée des brûlis de sous-bois, pratique courante en Asie. C'est sous-bois où je pars, à la découverte de Panya Project. À Panya, on pratique la permaculture. Rire quelques-uns des principes de la permaculture. Le premier est simple, observer et agir. Alors observez et n'oubliez pas que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Je vous propose une vision d'ensemble, sans se focaliser sur les détails, car cet arbre cache la forêt de Panya. Un autre principe clé de la permaculture est de créer une production alimentaire vers l'autonomie, car on ne peut pas travailler l'estomac vide. Alors des jardins entourent le lieu de vie pour garnir nos assiettes. Le suivant est d'intégrer plutôt que de séparer, car plus on est nombreux, moins le travail est dur. Et surtout, plus on s'amuse.
Ici, pas de gaspillage, pas de manque. Chaque ressource est valorisée. L'eau, par exemple, est collectée des toitures, puis filtrée pour être bue. Tandis que les eaux de vaisselle et de cuisine sont nettoyées par phytoépuration pour arroser les jardins. La diversité des activités est valorisée, afin d'être moins vulnérable. Dans la forêt, ananas et bananes poussent. Autour, ce sont les cochons d'Asie qui se pavanent. Et les oies qui courent avec leurs quelques œufs. Plus loin, on utilise les ressources du lieu. Ici la terre, qui serviront à construire les maisons des habitants. Une toile d'araignée d'ensemble pour plus de résilience. Alors ici, chaque jour, on sème et on propage la vie, même si la route semble hasardeuse. La bonne route n'est pas toujours la plus fréquentée. Alors la permaculture use de ce changement nécessaire pour y réagir de manière créative, ensemble et avec joie. Durant plus de 2 semaines, nous grandissons tous ensemble avant de repartir sur la route. Direction la frontière de la Malaisie. Mais avant, un petit arrêt au stand s'impose. Mon dérailleur menace de tomber depuis près de 1000 km. Il est temps de lui donner une nouvelle vie, avant de partir vers la Malaisie. Ma patte de dérailleur est remise en état, de quoi rouler serein jusqu'à la Malaisie. Je longe la péninsule sud de la Thaïlande, avec pour seul objectif la frontière de la Malaisie. 1 an et demi de vélo et de rencontres pour en arriver là. Sur mon chemin, on m'a souvent demandé où j'allais. Parce qu'il fallait bien une réponse, je répondais la Malaisie. Mais dans un voyage, n'est-ce pas le chemin qui importe, plus que le but? La Malaisie en sera le parfait exemple. Sur ces routes, je fais le constat criant de l'impact de notre consommation sur les forêts tropicales. Entre une mangrove étouffée sur les côtes et les montagnes abruptes, ce sont des kilomètres et des kilomètres de palmiers, à perte de vue. Une déforestation de près de 80% de la forêt tropicale en Malaisie et en Indonésie. Et tout ça pour produire cette fameuse huile de palme. Je traverserai ces cultures sur près de 500 km, de quoi me faire réfléchir. Heureusement, comme partout, il y a ceux qui font naître l'espoir. Pour les trouver, il faut toujours chercher un peu, au milieu de la mangrove ou de la forêt. Mais cet espoir est en chacun de nous. Alors je les trouve, et je passe 2 semaines dans une ferme, où l'on prône l'autonomie, la permaculture, Don't worry, be happy. Il s'agit de faire corps avec la diversité de la nature et de prôner l'amour plutôt que la destruction. Don't worry, be Happy. Don't worry, be happy. and a place to lay your head.
Somebody came and took your pet, don't worry. Be happy. Une approche avec beaucoup d'humanité, où chacun a sa place, avec ses qualités, ses défauts et son petit grain de folie. Look at me, I'm happy. Don't worry. Je termine ainsi cette traversée de l'Eurasie par quelques messages de paix et d'amour pour le futur. I need enough cake tonight. It's okay, don't worry. Be happy. Somebody's gonna set it right, they're gonna break. Et ils m'ont tous accueilli avec mon petit vélo. Ils m'ont tous accueilli chez eux, j'ai pu dormir chez eux, me faire des nouveaux amis. Faut pas non plus avoir peur d'aller voir ses voisins et d'aller visiter des pays lointains. Ils sont tous comme nous et ils aiment tous avoir de nouveaux amis. Alors je suis arrivé en Malaisie, donc maintenant il faut que je rentre en France. Donc je peux pas rentrer en vélo parce qu'il y a l'océan, ou alors je pourrais rentrer par la Russie. Mais j'ai décidé d'aller en Amérique du Nord pour pouvoir faire le tour du monde et rentrer en France. Déjà près de 20 000 kilomètres, à travers le monde, ses cultures, à la découverte de l'agroécologie, mais surtout à la découverte de la grande humanité qui nous unit tous. J'y ai appris à préserver le vivant, le sol, les semences qui nourriront la vie. J'y ai aussi appris que l'espoir qui réside en chacun de nous est décuplé quand nous le faisons ensemble, qu'il ne faut pas avoir peur, mais confiance en ce que nous pouvons apporter au monde. Alors sur ces mots, je pars vers un autre continent que je ne pensais jamais découvrir, l'Amérique du Nord. May 2015. Victoria, we have to do it in French. Ah, d'accord. Mai 2015. La côte pacifique des États-Unis. Sur le bord de la route numéro 1 de Californie, j'observe les baleines sur l'une des côtes les plus majestueuses de mon voyage. Au départ, je n'avais pas prévu de passer en Amérique. Mais l'aventure me pousse à retrouver Victoria dans l'une des fermes les plus inspirantes et déjantées de mon voyage. First generation farmers. En français, une nouvelle génération de fermiers, des jeunes bénévoles pleins d'énergie. Chaque matin, leur but est de remplacer le quart de fermiers américains qui part à la retraite en 2020. Ensemble, ils planifient et cultivent les terres noires du delta de la Californie, avec des rendements plutôt impressionnants. Beetroots. Des betteraves, Onions. des oignons, Tomatoes. des tomates, Cabbage. des choux, Kohlrabi. des choux raves, And kale. des feuilles de chou vache. L'après-midi, au compost, la mission des bénévoles est de transmettre aux plus jeunes. Ladybugs! What are they doing? They're making soil! High five! Yes! Il faut s'assurer que la génération suivante soit elle aussi prête à relever le défi des fermiers. Une ferme communautaire pour tous. On y partage autant les savoirs que la nourriture. Et au marché, c'est un prix libre. Take what you want, pay what you can. Prends ce que tu veux, paye ce que tu peux. Grâce à l'énergie du groupe de bénévoles, blettes, betteraves, choux raves et choux kale sont donnés dans 4 marchés par semaine avec un espace dédié aux enfants. Et le reste du temps, We just enjoy life. puis il faut repartir. Where are you going?
in heaven. To heaven? Which way? It's right. The next tree. You ready for a squirrel scream? Yeah, I want you to scream with me. okay. 1, 2, 3. Je repars sur la route. Et Victoria aussi. Je traverse la Californie à vélo avec des amis français. De mon côté, je franchis la chaîne des Rocheuses par la route pavée la plus haute des États-Unis. 3700 mètres. Pas facile. Mais de l'autre côté, il y a le Colorado. Et un nouveau défi commun qui nous attend. Petit calcul de mi-parcours aux États-Unis. Mon visa se termine dans 1 mois et je dois encore parcourir 2000 km jusqu'à la frontière du Canada. Et moi, je dois être à New York dans 1 mois. Oula, attends, va falloir qu'on pédale vite. Comment on va faire? J'ai une idée. Allez, on y va! Dans le garage, on remet sur roue les vélos. On se prépare à la traversée du Midwest. Mais Victoria, c'est quoi ton idée? Un carton, un stylo, empty truck, pick us up. Camion vide, prenez-nous. Du vélo stop. Ok, on essaye. Mais d'abord, du vélo. Perks of riding a bicycle. Sur nos bicyclettes, on redécouvre sans cesse la joie de notre liberté. Et dans les lignes droites sans fin du Midwest, cette longue ligne jaune nous donne envie de décoller. Très vite, dans un paysage un peu différent, on retrouve les habitudes alimentaires que nous avions en Inde avec Victoria. Un régime vegan. Wouhou! Pas de viande, pas de fromage, pas de beurre, pas de miel. Oui, mais des légumes, des fruits, des pois chiches, des noix, des graines et beaucoup d'autres choses. En somme, rien qui vient des animaux pour plus d'harmonie avec la nature qui nous entoure. Alors, du thé le matin, avec notre rouleau à la banane et au beurre de cacahuète préféré, jusqu'au spaghetti le soir, On a le sourire végétalien. quand vient la nuit, les préaux des parcs nous offrent un abri parfait en cas de pluie. Et la lisière d'un bois, un réveil tout en douceur. Partout, nous trouvons où camper. Dans une prairie, Dans un stade, dans un jardin, dans un camping gratuit, à l'herbe étrangement bien coupée. avec une histoire marrante. Nous sommes réveillés au milieu de la nuit parce que nous pensons être un orage. Romain est sorti en sous-vêtements pour mettre le double toit. Dehors, je réalise que ce n'est pas un orage qui nous mouille. Mais l'arrosage automatique. J'attrape la casserole et une banane pour couvrir notre arroseur. Et tu reviens mouillé dans la tente. Mais jamais de quoi troubler notre sommeil. Napping on park benches. Le jour, les lignes droites sont interminables. Et il n'y a personne. On ne croise que de maïs. Il est grand temps de tester notre nouvelle idée. De pied à terre, on lève le pouce et on s'active pour attirer les pick-up. Mais danser comme ça marche pas. Mais si, tu vas voir. Attends un peu. Encore.
L'aide qu'on reçoit est étonnante. Misty n'hésite pas à entasser nos vélos dans sa petite voiture et Lena et son amie à faire demi-tour sur l'autoroute pour arracher nos vélos à leur moto. On finit même à l'arrière d'une voiture de police qui vérifie nos identités mais nous emmène quand même 20 km plus loin. Sur le bord de la route, nous sommes heureux d'attendre pour une nouvelle rencontre et son histoire. Comme Dan, Alpaga Dan comme on le surnommera. Notre premier stop qui nous raconte comment il a dévoué sa vie aux enfants en difficulté en élevant avec eux des alpagas, des relations humaines qui bouleversent la vie et qui rendent plus beau notre voyage. How do you say hello to a Le vélostop, ça marche donc. Mais on vous cachera pas que c'est aussi un peu d'attente, Beaucoup, de la perte d'espoir mais pas toujours. et surtout beaucoup de fou rire. Ça d'accord. Et les longues heures au soleil nous font parfois perdre la tête. and drops of sweat here. You My look like dear. you're in a I got a swimming. sunburn as a bee. It's crazy. And you want someone to pick us? Possible. It's like I pee my pen now. How you want someone to take us? No way! Oh my gosh, we're so sweaty. Susan! You're not. You're in the shade It's now. so hot. I love you. Holy Come back shit. tomorrow. Bring a big shower now. Et malgré notre sueur de cycliste et nos vélos chargés, quelqu'un nous a pris et nous a emmenés un peu plus loin. L'astuce est donc de garder le sourire et petit à petit, on franchit à vélo la frontière des 7 États du Midwest que l'on traverse. Durant cette longue traversée, nous observons les pratiques agricoles du Midwest. Une monoculture industrielle avec 2 cultures principales. Corn and soybeans. Des hectares et des hectares de maïs et de soja. Des champs désertés par les hommes où seules les machines s'aventurent. Dans une petite ville, nous rencontrerons des enfants à qui nous demandons si leurs parents sont agriculteurs. Leur réponse n'est pas très satisfaisante. Our parents aren't actually farmers, like they don't grow food. Ces cultures ne sont donc pas faites pour nourrir les hommes. La majorité du maïs est dédiée à la nourriture des animaux, et l'autre partie à la production d'éthanol ajouté à l'essence. Le soja, lui, 70% OGM, finit en huile pour le biodiesel. Alors où sont les fermiers qui produisent de la nourriture ? Nous en rencontrons au Michigan, The Williams Family Farm. une famille qui au petit matin récolte un maïs sucré. First corn of the day. Père, frère et sœur sont debout dès 5 heures pour la récolte. À cette époque, c'est toute une communauté qui attend ce maïs doux. Il faut le délivrer frais chaque matin pour remplir les stands. C'est toute la famille qui se lève alors. Grand-mère, mère et enfants pour remplir le stand et fournir assez de légumes et de maïs à toute la communauté. Tous les jours, on s'en plein avec le haricot, la tomate et la courgette du jardin pour nourrir les petits hommes. Comme à FGF en Californie, c'est un travail d'équipe à la ferme, où chacun s'active pour récolter ce que nous offre la terre. Le dernier soir,
Nous plantons les gousses d'ail qui grandiront pour nourrir cette famille et sa communauté. Alors merci à la famille Williams qui nous aura redonné le sourire. Pour quelques kilomètres, nous renfourchons nos vélos pour rouler pas trop vite vers Détroit et son expérience de ferme urbaine. Victoria, tu t'attendais à voir quoi à Détroit? Des usines et des maisons abandonnées? Ah, je vois, à cause des crises à Détroit. Mais oui, Détroit était la capitale automobile des États-Unis au début du XXe siècle. Elle a grandi avec cette industrie jusque dans les années 50. Puis elle a subi les crises économiques successives et la délocalisation des usines. En 50 ans, elle a perdu plus d'1 million d'habitants. Et aujourd'hui, elle a un tout autre visage. un visage vert. Ces terrains vagues transformés en fermes sont les vestiges de la crise automobile à Détroit. Une crise qui a plongé la ville dans un food desert. Un désert alimentaire où l'accès à la nourriture le plus proche est souvent une station essence. Alors en 2003, la révolution des jardins commence. Et comme Greg, plus de 1200 petites exploitations urbaines produisent dans les jardins de Détroit un quart des légumes vendus sur les marchés de la ville. De quoi me faire sauter de joie pour mon dernier jour de visa aux États-Unis. Nous repartons heureux sur la route vers la frontière du Canada. What are we doing? We are planning the next adventure. What is it? Une dernière tempête. Comme un bouquet final avant de nous séparer. Où toutes les couleurs de notre traversée nous saluent. Nos routes se séparent. En attendant de pouvoir franchir à nouveau la frontière américaine, je prends la route dans les forêts du Canada, où les familles ne rigolent pas avec le vélo. J'atteindrai finalement le Québec. J'y passerai 1 mois à faire des expériences de maraîchage et à préserver les semences dans un climat différent que sous les tropiques, mais avec autant de variété. Finalement, ma bicyclette et son chargement auront raison du douanier. Je peux franchir à nouveau la frontière des États-Unis. Me voici à New York City. Deux mois à vivre une vie bien différente, en travaillant au marché de Manhattan pour pouvoir terminer l'aventure. Il y aura bien sûr de belles rencontres et des souvenirs pour la vie, en pensant à l'avenir sur les quais de Brooklyn. Le soleil a rendez-vous, le soleil a rendez-vous avec la lune qui part. Mais la lune ne le sait pas. Lune? Soleil. Quoi? Alors, dans les couleurs new-yorkaises de l'automne, je pars pour une dernière aventure, direction Cuba. Je longe la côte est en bus pour rejoindre Miami.
nous quittons Miami pour Cuba. Tout un symbole. Entre l'extravagance de Miami et la simplicité des côtes cubaines qui nous attendent. Un pont diplomatique que nous allons franchir en voilier. Nous longeons la côte de la Floride, direction La Havane. Une traversée agitée qui nous permet d'apprécier une arrivée tranquille à Cuba. Même proche de la capitale, les côtes sont calmes. Sur l'eau, nos seules rencontres sont les pêcheurs. Nous irons à la rencontre dans les différentes stations de pêche près desquelles nous mouillons le bateau. Ils s'activent au lever et à la tombée de la nuit pour pêcher les poissons, mais surtout le homard. Ces stations de pêche isolées, nous en verrons des dizaines. À l'image de leur île, les Cubains vivent des ressources locales. La pêche, la noix de coco. Depuis les années 90, Cuba a été esselée. Alors elle doit faire avec et produire ce qu'elle mange. Cuba s'est donc mis à l'agroécologie depuis près de 25 ans. Ce sont des petits marchés locaux, avec un choix limité, mais toujours bien fourni. Moi sur l'eau, et eux dans les montagnes, j'en croiserai peu. Mais les témoignages sont nombreux, et les fruits délicieux. Un dernier dépaysement dans mon aventure, qui se termine pour nous sous l'orage. Un coup de tonnerre qui sonne mon retour en Europe. Je rejoins en avion l'Espagne pour finir mon aventure sur ma bicyclette. « 500 km sur les routes de la Castille et sur les petits chemins qui redescendent vers la côte méditerranéenne. Au bout, la frontière de la France. » Salut, on est le 17 décembre, derrière les montagnes, c'est la France. Un petit effort, un dernier col, et on est arrivé. Ça monte, ça monte. Bientôt la fin du col. Ça n'a pas l'air de faire très beau en France. Et même si le comité d'accueil est nuageux, la joie est là. Je retrouve la France, après 2 ans et demi de voyage et près de 800 jours sur les routes. Voilà, poste frontière 591. Il n'y a personne pour m'accueillir, mais c'est la France. Et maintenant, on va à la maison. Je crois que c'est par là. Pas sûr, mais je crois. Encore quelques kilomètres pour célébrer mon retour à Montpellier. 2 amis cyclistes me rejoignent. Mon frère m'attend sur la place de la Comédie. Je retrouve quelques repères urbains et surtout me dirige vers les vignes. C'est un petit groupe de cyclistes de Saint-Bosile qui est venu m'accueillir pour faire le dernier kilomètre. Une petite troupe qui longe le circuit des vignes bien connu jusqu'au clocher de Saint-Bosile. Je suis de nouveau de retour à Saint-Bosile après un long voyage à vélo à la rencontre du monde.
mountains. Do 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 do, and you're the one I like to hear. And when that big old sun ain't shining, do 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 do, well I got you, so I don't care. Na 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 let you down, no, I won't let you down. I won't let you down, no, I won't let you down. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ba-ba-da-da-da, da-da-da-da. Ba-ba-da-da-da, da-da-da-da. Ba-ba-da-da-da. You down, I won't let you. I won't let you down. I won't let you. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you. I won't let you down. I won't let you. I won't let you down. I won't